toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, mon téléphone n'arrête pas de sonner derrière, c'est normal, vous inquiétez pas, je ne peux pas le mettre en mode avion puisque je dois lire mes avis lecture en fait pour vous donner plus de détails, donc je suis désolée s'il n'arrête pas de vibrer. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo bilan / avis lecture du mois de juin. Pourquoi je dis bilan / avis à chaque fois? Parce que je vous donne tous mes avis lecture du mois, et puis bilan parce que je vous dis combien de bouquins j'ai lu, du coup le nombre de pages, enfin voilà, si j'ai des statistiques particulières à donner. Donc on va commencer cette vidéo par un petit avis lecture rapide, hein, parce que de toute façon c'est un magazine, sur Daphne's Diary 2025 numéro 3. Que j'ai eu à 9,95 et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu, mais il y a des tas de... Ça, j'adorerais le faire par exemple. C'est... Alors je vous en parle à chaque fois parce que ne serait-ce que pour les challenges auxquels j'ai participé, c'est toujours bien d'avoir un magazine. Ça permet de lire un peu plus et de faire une pause avec les romans, etc. Et en fait, c'est un magazine à ambiance. C'est un magazine surtout de craft, de bien-être, de plein de choses en fait. Donc je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et comme d'habitude, le Daphne's Diary, c'est toujours un très grand plaisir. Il y a toujours un petit poster dedans. Il y a toujours un petit poster avec une petite affiche. Voilà, c'est toujours très cosy. Alors attendez, je vais vous montrer le poster, même si je n'ai rien aujourd'hui pour poser, parce qu'habituellement là, j'ai un petit tabouret pour poser tous les bouquins, sauf qu'en fait on l'utilise pour mettre le tuyau de la clim mobile dans le bureau, et du coup je l'ai pas avec moi là forcément. Donc le poster de ce numéro 3, typiquement c'est ça, ça ressemble à ça. Je pense que vous le voyez bien, ouais j'espère que vous le voyez bien en tout cas. Et voilà, c'est toujours très bouffe, très déco, très cosy, enfin ça fait du bien quoi, enfin moi j'appelle ça cottagecore parce que c'est vrai que typiquement quand on ferme les yeux et qu'on imagine des choses en rapport avec, enfin si je devais imaginer une maison en rapport avec le Daphne's Diary, ce serait un cottage dans la campagne avec des poules, avec des lapins, avec des animaux partout, avec des fleurs, avec des beaux meubles, avec des belles choses, enfin vraiment. Et Daphne's Diary typiquement c'est ça. Alors maintenant, je vais vous faire l'avis lecture de La Malédiction des Eaux d'Argent d'Alexandra Bracken. Je vous montre l'intérieur parce que franchement ça vaut le coup. C'est juste magnifique. Et puis, ils ne l'ont pas fait dans la jaquette du tome 2. Mais là, en fait, il y a la carte de l'île d'Avalon. Et c'est juste incroyable. Enfin, l'objet livre en lui-même est juste magnifique, quoi. Et je l'ai eu à 25 € je crois, un truc du genre. Je vous fais le résumé du tome 1 parce que de toute façon le tome 2, comme dans ma vidéo haul, je vous ferai pas le résumé du tome 2 parce que ça vous spoil. Né dépourvu de magie, Tamsin a passé son enfance mise à l'écart tandis que son frère adoptif Cabel et leur tuteur Nash partaient à la chasse aux reliques enchantées. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, donc Nash, le tuteur, elle décide d'aider son frère dans ses quêtes au péril de sa vie. 7 ans plus tard, une rumeur circule dans les souterrains magiques de Boston. Avant sa disparition, Nash aurait trouvé un puissant anneau issu de la légende arthurienne, capable de briser n'importe quelle malédiction. Toutes les communautés magiques de la ville veulent mettre la main dessus. C'est une aubaine pour Tamsin car elle seule peut retracer les derniers pas de son tuteur, et cet anneau permettrait de libérer Cabel d'une terrible malédiction dont il souffre depuis toujours. Mais sans magie, elle n'est pas de taille à affronter ses concurrents. Elle accepte alors l'aide d'un autre chasseur de reliques et d'une jeune sorcière. De Boston à Avalon, ils plongent ensemble dans un monde de magie noire et découvrent un secret qui pourrait bien réveiller les fantômes du passé. C'est trop bien, voilà, c'est incroyable, mais je vais vous donner bien évidemment plus de détails que ça, parce que sinon ça vaut pas le coup. Donc, dès les premières lignes, j'ai été happée. Il faut savoir que... Bon, je vais poser le bouquin parce qu'il est lourd, hein, je suis désolée, je vous le montre pas... Je vous le montre pas tout du long de mon avis lecture parce que ça pèse son petit poids quand même. Alors pour ce tome 1, je m'attendais à avoir un coup de cœur. Je m'attendais à avoir un coup de cœur parce que c'est de la romantasy young adulte et moi c'est ce que je préfère typiquement. J'aime beaucoup le jeunesse, mais en termes de romantasy, j'avoue que le young adulte c'est juste pépite quoi. J'adore ce genre de truc. Et du coup quand j'ai vu que c'était de la romantasy, mais je savais pas à quel point c'était de la romantasy, je me suis dit peut-être qu'en fait la romance ça sera juste anecdotique, comme dans du jeunesse quoi en fait. Et au final pas du tout. Et c'est vrai que je m'attendais en fait à avoir un coup de cœur et à tenir une pépite entre les mains, vraiment.
parce que c'est le mythe arthurien, j'ai fait toutes mes études dessus, j'adore. Je suis complètement fan du mythe arthurien depuis que j'ai 9-10 ans, par là. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que je vois des bouquins sur le roi Arthur, je suis pas forcément... Enfin, parfois je me dis, est-ce que ça va être fidèle ou pas? Et quand j'ai vu ce bouquin-là, j'ai eu l'intuition que ça allait être bien. Je me suis pas dit... Ouais, peut-être que le mythe du roi Arthur, ça va être mal retranscrit, ça va être complètement à l'opposé de ce que c'est, etc. Je me suis pas dit ça, je me suis laissée complètement porter. Et dès que mon regard a été attiré par ce bouquin, je me suis dit c'est qu'il y a une raison, en fait. Et bah effectivement. Alors après, c'est fidèle au mythe du roi Arthur, même si ça part un petit peu dans des trucs un petit peu plus loin que le mythe en lui-même. C'est pas déconnant du tout, en fait, vraiment. Ça reste très logique. Et il y a énormément d'actions et énormément d'informations en peu de pages. Mais tu te sens pas submergé, tu te sens bien en fait en lisant ça, t'es vraiment à fond quoi. L'autrice nous donne beaucoup d'informations, nous pose le décor, nous annonce la couleur, du moins de celle de départ parce qu'après ça part complètement dans autre chose. Voilà, et nous ouvre les portes de son univers magistral, tout ça en moins de 100 pages. Je l'ai noté, parce qu'il y a des bouquins dans lesquels en 100 pages, t'as pas le temps de voir le quart du tiers en fait. Par exemple, un Sarah J. Maas, pour la citer encore celle-là, en 100 pages, tu sais déjà si tu vas kiffer ou pas, mais c'est pas trop... Enfin, tu vois que la meuf, elle va faire 10 tomes en fait. Là, le fait que ce soit une duologie, c'est très agréable parce que c'est que 2 tomes en fait. Et c'est très agréable plutôt que de se lancer dans un truc d'une dizaine. Passenger, c'est pareil, c'est 2 tomes. Je sais pas si je vous l'ai dit dans ma vidéo haul, mais bon, au cas où je le dis. Je le redis du coup. L'or, c'est un one-shot. Et The Darkest Minds, c'est 3-4 tomes, je crois, je sais même plus. 3 tomes, il me semble, je sais plus. Je l'ai pas lu parce que c'est de la dystopie et que j'ai vu le film et que le film était juste trop bien. Et pareil, en fait, il se passe tellement de trucs, il y a tellement d'infos, il y a tellement de... Ça n'arrête jamais. Et c'est nickel, en fait, parce qu'il y en a, en 7 tomes, tu te fais chier pendant certains tomes. Là, elle s'est dit, je fais 2 tomes, ça va être hyper haletant, autant dans l'un que dans l'autre. Bah c'est le cas, en fait. Et c'est là où je vous dis que les 100 pages, c'est un très bon indicateur. Parce que par exemple, Dune de Frank Herbert, j'ai abandonné en 50 pages. J'aime pas comment c'est écrit avec les pieds, clairement. Voilà. T'en as entre 50 et 100, ils te donnent la couleur, tu sais que tu vas kiffer, mais t'es pas encore bien dedans. Tu sais que l'auteur ou l'autrice prend son temps, etc. et qu'il y aura plus d'un tome, en fait, du coup. Et bah là, je peux vous dire que c'est pas le cas, en fait. Ça ressemble... dans l'action à Gardien des Cités Perdues, dans l'action, hein, dans le fait que t'as toujours des actions, ça s'enchaîne, etc. Tu t'ennuies pas, il y a toujours quelque chose. Typiquement, c'est ça. Et pour moi, 100 pages, c'est un bon indicateur. Parce que si j'arrive à 100 pages et que ça me fait chier, bah je vais arrêter, en fait, voilà. Je vais pas dépasser les 100 pages. Ça me fait penser à du fairy tale avec le côté guilde et mission. Parce que bah ils ont des sorcières qui posent des petites annonces sur un panneau d'affichage et puis ils doivent aller chercher des reliques et puis ils se font payer, etc. Dark comme il faut. Moi j'aime beaucoup quand c'est dark en fait, je me rends compte. Alors pas dark en mode horreur, mais tout ce qui est effrayant, tout ce qui est un petit peu glauque, genre les sorcières, les démons, les squelettes dans le placard, les épouvantails et tout. En fait tout ça j'adore. J'adore. Mais pas horreur en fait. Il faut que ce soit dans ce côté effrayant, dans ce côté oulala, chair de poule entre guillemets, mais pas trop pour pas que ça tombe dans du horreur. Ouais, je suis très chiante avec ça, mais là c'était dark en fait, donc j'aime beaucoup. Avec des sorcières fêlées avides de charogne, comprenez littéralement ce que je veux dire, mêlées aux mythes et légendes du monde, un mélange incroyable, plus joli, plus je sais que je tiens entre mes mains un sacré coup de cœur. Dès le début je savais que c'était ça, toute l'action est géniale, la romance est parfaite, du enemies to lovers mais progressive et sans excès, donc il n'y a pas de l'hypersexualisation. La meuf elle est pas en chien en train de mouiller parce que le gars il est trop sexy, trop fort, trop machin, trop truc, non. C'est juste un mec random en fait, ça fait du bien pour une fois. La meuf elle est pas parfaite mais la façon dont elle sait ses faiblesses et qu'elle est pas en train de dire ouais moi je suis une meuf toute seule, j'ai besoin de personne, nanana. Tu vois bien, elle le dit effectivement, mais elle est pas badass dans le sens où le fait qu'elle ait tous ces défauts là, ça la rend encore plus humaine que quiconque en fait. Alors que les meufs badass là, elles sont pas humaines pour moi, c'est juste... Enfin j'aime pas, j'aime pas du tout. Alors que là, c'est progressif, il n'y a pas d'excès, c'est dans le respect, c'est dans les bonnes valeurs, enfin tout est très bien en fait. C'est vrai que le milieu du roman,
qui correspond à peu de choses près à la deuxième partie, parce qu'il y a partie 1, partie 2, partie 3 dans le bouquin. La deuxième partie, c'est un peu plus lent que le reste, mais ça m'a pas dérangée, parce que bah, je me prenais pas la tête, je me laissais porter par l'histoire, et du coup toutes les révélations, tout ce qu'on nous dit, toute cette construction aussi de cette found family, parce qu'il y a un sacré trope de found family, bah en fait tout est fait à la perfection. Alexandra Bracken, franchement, c'est ma nouvelle autrice coup de cœur, vraiment. Je trouve l'histoire des sorcières très intéressante, malgré que le côté pouvoir magique soit moins exploité chez les gens du sort. Alors les gens du sort, en fait ce sont des humains qui ont des pouvoirs magiques. C'est pas l'équivalent des moldus, hein. Les gens du sort, bah, ce sont des gens qui peuvent manipuler des sorts. Voilà. Donc ce sont des humains comme vous et moi, mais avec des pouvoirs magiques. Mais c'est vrai que le côté pouvoir magique est moins exploité que ce que j'aurais voulu. Mais tout le lore sur les sorcières, c'est hyper intéressant, j'adore, franchement. C'est pas désagréable qu'il y ait moins de magie, parce que, à l'inverse, t'as les scènes d'apprentissage dans les bouquins classiques, de fantasy classique, qui sont beaucoup trop longs. Je m'explique. Vous avez, dans les bouquins de fantasy classique, des scènes où t'as le personnage qui va apprendre à utiliser ses pouvoirs, qui va apprendre à utiliser une arme, et t'as des chapitres où t'as le male interest qui va apprendre à la meuf comment utiliser ses pouvoirs, etc. Et moi ces scènes là ça me fait chier mais d'une force. En mode ferme les yeux, concentre-toi, sens le pouvoir en toi. Ah c'est chiant, vas-y en fait. Moi je préfère qu'on me skip tout ça et qu'on me dise juste elle s'entraîne du matin jusqu'au soir avec machin, il lui en fait baver, il lui fait machin, il lui fait truc. Peut-être, ok. Enfin il lui fait baver quoi, je parle pas de il lui fait machin, il lui fait truc, c'était pas pour vous dire des scènes de Spice, hein, je m'en fous, j'aime pas ça. Mais juste pour vous dire que on peut juste nous expliquer qu'il y a un entraînement mais sans passer dans les 90 détails là. Comment on dit ça? Sans passer par 4 chemins. Voilà. C'est parce que sinon c'est trop long, ça me fait chier. Donc en fait les scènes d'apprentissage, c'est souvent ce qui m'ennuie le plus. Donc du coup, à l'inverse. Enfin, à l'inverse. Comment vous dire ça correctement? J'aime bien qu'il n'y ait pas de scène d'apprentissage, et en même temps j'aime bien qu'on parle des pouvoirs magiques. Mais du coup, les deux s'équilibrent, parce que comme on parle pas forcément... Enfin, le côté pouvoir magique est bien moins exploité que le reste, bah du coup ça me dérange pas à l'inverse qu'il n'y ait pas de scène d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? En général ça va avec. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on te parle de pouvoir, quand on te parle d'armes, quand on te parle d'apprentissage, bah ça va avec des leçons en fait. Genre voilà, t'as le male interest qui va lui apprendre ça, qui va lui dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, je vais t'apprendre, je vais t'aider, je vais te machin. Et tu te bouffes des chapitres et des chapitres d'apprentissage du coup. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui seront d'accord avec moi. On voit Avalon, mais pas du tout comme je l'imaginais, sans pour autant s'éloigner du mythe arthurien. Parce que Avalon, c'était censé être la grande Avalon, la belle Avalon. Là dans le bouquin c'est pas ça. Avalon c'est complètement cassé la gueule en fait. Mais c'est tellement logique avec tout ce qui se passe que bah ouais. Les personnages de Tamsin, Neve et Emerys sont incroyables. Cabell un peu moins. Un found family évident, même... Je vais y crever là. Même s'il manque ce côté cosy que j'aime tant habituellement. Parce que le found family pour moi il faut qu'il y ait un QG. Je sais pas si... Enfin je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais à chaque fois que je lis du found family comme ça, il faut un endroit où les personnages se retrouvent, qui fait comme leur base secrète quoi en fait. Là il n'y a pas vraiment. Mais il n'empêche que quand on dit que ta maison c'est là où se trouve la personne que tu aimes, bah là on est complètement dedans. Parce que peu importe où ils sont, c'est surtout vrai dans le tome 2, peu importe là où sont les personnages, bah c'est cosy quand même en fait. Mais le tome 1, il y a bien un endroit où ils sont tous ensemble, où ils apprennent, enfin sur Avalon effectivement, enfin à Avalon, mais bon c'est une île donc c'est pour ça que je dis sur l'île d'Avalon. Mais c'est tellement... Enfin l'île elle est tellement putrescente, elle est tellement toute pourrie avec de la mort partout que du coup ça n'est pas très cosy, vous voyez ce que je veux dire? Moi le cosy c'est vraiment genre une maison sympa. Et ben exactement comme dans Witch Hazel House, vous voyez ce que je veux dire? Le bouquin Cozy Fantasy qui est je crois quelque part par là, je sais plus où je l'ai mis. Bon c'est pas grave. Et en fait dans Witch Hazel House, vous avez le manoir dans lequel elles vivent. Donc ça rajoute au côté cosy et au found family. Et moi c'est vrai que dans les cosy found family, j'ai toujours... Enfin, dans les found family, j'ai besoin d'avoir un lieu qui représente cette found family. Comme j'ai besoin de retrouver ce côté cosy qui va avec la found family. Je sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne.
mais on arrive quand même à le trouver petit à petit. Il reste beaucoup de mystères ou d'éléments trop survolés, alors j'espère que ce n'est pas là juste pour faire joli. La réponse est non, ce n'est pas là juste pour faire joli. Rien n'a été écrit au hasard, rien. Certaines informations clés sont floues. Ça c'est vrai que la façon dont c'est écrit, parfois tu te dis ouais j'ai pas trop compris en fait, mais c'est le français je pense. Je pense que la traduction, enfin la langue française c'est comme ça. Hein. T'as des tournures de phrases qui sont tellement désuètes et alambiquées qu'au final tu comprends pas le principe de la phrase. Ça je pense que c'est propre au français en fait. C'est dommage car parfois j'ai du mal à comprendre. En fait l'autrice elle aurait dû réexpliquer des choses en disant oui c'est ce que je te disais sur ce qui s'est passé avec machin. Tu te dis bah oui mais qu'est-ce qui s'est passé au final, tu vois. C'est pas grave, c'est pas dérangeant, mais si tu passes outre, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis merde, j'ai rien compris en fait, tu vois. Donc, mais ça, je pense que l'autrice, elle l'a pas fait en anglais, parce que l'anglais c'est suffisamment obvious dans la façon de parler. Mais c'est vrai que quand tu traduis en français, tu peux te dire j'ai pas tout compris en fait. Enfin voilà. La dernière page, enfin les dernières pages, le dernier chapitre, c'est plot twist sur plot twist. Ça m'a retourné le cerveau, j'étais complètement, je me suis dit mais... En termes de plot twist, en termes de cliffhanger, je m'attendais à rien. Je m'attends jamais à rien dans les bouquins, parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Et bah là les gars, vous serez servis, franchement. J'étais mais... Bah la preuve, j'ai écrit ça en majuscule avec des tas de smileys en mode choqué, tu vois. Oui bah oui, ça représente vraiment moi, comment j'étais, et puis le nombre de fois où j'ai pleuré en lisant ce bouquin, enfin surtout le tome 2 en fait. Ce roman est aussi légendaire que les histoires qui le composent. Le petit dramatis personae est très pratique pour se souvenir des personnages. J'ai adoré. 5 sur 5, diamant, coup de cœur, tout ce que vous voulez. C'était vraiment un bouquin incroyable. Et maintenant, du coup, je vais vous parler du tome 2, donc je vais vous le remontrer. Parce que il est quand même chouette ce bouquin. Niveau livre-objet, c'est impossible de pas vous le montrer en fait. Enfin voilà, il ressemble exactement au tome 1, sauf que là ça change, du coup c'est pas... Mais vous savez quoi, je vais mettre les deux à côté l'un de l'autre. Regardez-moi ces beautés. Ah, c'est pas la même shade. Ah, c'est beau ça, j'avais pas remarqué. Ah, vous avez vu comme ils sont beaux? Vous avez vu comme ils sont beaux? C'est genre vraiment mon petit coup de cœur, mais genre... Bref, j'arrête de faire des câlins parce que là je pense que je vais couper au montage tous les petits câlins que j'ai fait à mes bouquins parce que c'est vraiment une duologie pépite, hein. J'ai tellement kiffé, c'est... En fait, j'ai l'impression que cette duologie, elle a été écrite pour moi tellement j'ai kiffé quoi. Enfin genre c'est... Waouh. Alors, ce tome 2, du coup, il est lent par moment. Mais les parties, qui sont plus nombreuses, je crois qu'il y a 5 parties dans le tome 2, s'enchaînent assez vite au final. Et chaque fin de partie va vous retourner le cerveau, genre vraiment. Parce que il y a tellement de trucs. En fait, dites-vous qu'il y a 5 parties à peu près, ou 4 ou 5, je sais plus exactement. Et en fait, à chaque fois, il y a un cliffhanger et un plot twist. Enfin, il y a tout en même temps, en fait. Tu mets tout dans le chaudron et tu mélanges. Et le chaudron, en plus, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de chaudron dans ces bouquins-là. Et en fait, ça te fait pleurer. En fait, à chaque fin de chapitre, il se passe un truc. Il y a un plot twist, un cliffhanger. Mais un cliffhanger qui va être résolu à la partie d'après, en fait. Donc à la fin de chaque partie, je sais pas si j'ai dit chapitre ou partie, mais c'est bien partie. Hein. À la fin de chaque partie, bah j'ai pleuré, concrètement. Voilà. J'ai jamais autant pleuré pour un bouquin. Moi je pleure facilement parce que je suis sensible comme meuf, mais... Ouh, il y a vraiment tout ce que j'aime en fait. Il y a vraiment tout ce que j'aime. Tous les éléments que j'aime dans le mythe du roi Arthur, ils y sont. Mais même... Non, je vais pas vous le dire parce que... Alors peut-être que je vais vous citer l'auteur, si vous êtes aussi érudit que moi. Lord Tennyson. Sir Tennyson. Je sais plus si c'est Sir ou Lord. Enfin bon bref, Tennyson. Il a écrit des poèmes sur le roi Arthur. Voilà. Je vous dis que ça. Tennyson. Le QG des sorcières me fait penser à Doctor Strange, mais je n'en dis pas plus pour éviter le spoil. Tout le mystère qui entoure Tamsin perdure jusqu'à la toute fin. Donc qui elle est qu'elle a vraiment des pouvoirs en fait ou pas, enfin... Et j'étais incapable de deviner quoi que ce soit parce qu'on t'envoie sur une autre piste qui en fait c'est pas ça. Enfin ça, voilà, ça m'a retourné le cerveau. Puis encore, ah oui alors là par contre j'avoue que ça m'a bien déçue parce que au début, dans le tome 1, il n'y avait pas de LGBT, IL, wokisme et tout ça là. Moi ça me dérange pas ce genre de truc, mais si c'est un petit peu, genre tu saupoudres, tu vois ce que je veux dire? Si c'est trop, ouais ça me saoule. Et là, il y a un IL et un LAE, donc LAE. LAE, LAE, enfin c'est pas là, c'est pas le, c'est E. Parce qu'en fait les mages, ah oui c'est le aussi, C-E-2-L-E-U-X.
J'ai essayé de passer outre, mais j'avoue que la langue française là... enfin vraiment, pas, on peut pas faire pire, en fait, c'est pas possible. Enfin quoique, faut pas dire on peut pas faire pire parce que les Français sont très créatifs. Voilà, et j'ai pas peur de le dire parce qu'à un moment donné, c'est pas de l'agression, c'est pas de la discrimination, c'est juste ras-le-bol quoi en fait, vous voyez. À un moment donné, j'aime bien quand il y a de la représentation, mais un petit peu, quand ça devient pas envahissant. En mode, voilà, je mets les quotas parce que sinon je me fais engueuler, ou j'ai une peine de prison, ou j'ai une amende, ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait là, les celleux ce sont les mages, parce que ce ne sont pas des magiciens, ce ne sont pas des sorcières, ce sont des mages, et les mages du coup ce sont des... ni ils, ni elles. Voilà, du coup je sais pas trop ce que c'est, mais bon c'est pas grave. Ok, c'est les deux ou aucun des deux, je sais pas trop. Voilà, en plus de la lenteur de certains passages, je pensais que ça allait faire baisser ma note globale, je pensais le mettre à 4 sur 5 ou 4,5. Mais en fait je peux pas, parce que la lecture de ce tome 2, elle m'a complètement achevée. La preuve en est que je ne fais que noter citation sur citation, vous le verrez dans la vie lecture. J'en ai noté encore plus que ça dans mon carnet de citations. Les plot twists sont complètement fous, on n'est pas dans du jeunesse, on est complètement dans du YA. Ah j'ai fait une erreur là, bon, c'est pas grave. On n'est pas du tout dans du jeunesse, on est dans du YA mais à 200% et ça se voit. Mais j'avais un petit doute en fait parce que le bouquin, je l'ai trouvé dans le rayon jeunesse. Donc du coup je savais pas en fait si ça allait être du jeunesse ou du YA. Et oui c'est du YA. J'ai tant lu d'un coup que j'en ai oublié de manger et ignoré ma faim, mais je vous jure. Je ne plaisante pas, malgré ce que j'ai dit plus haut, donc le fait de la lenteur et les yel, c'est le, l'AE, tout ça là, l'histoire elle est parfaite en fait. La fin l'est tout autant, même si j'aurais aimé plus de détails sur la suite, genre qu'est-ce qui se passe dans la vie des personnages, mais c'est déjà le cas, mais un petit peu plus, j'aurais pas été contre. La fin est plus ou moins ouverte, donc à moi de la créer dans ma tête. Bon, en général j'aime pas trop, mais là je suis prête à tout avec ce bouquin là clairement. Il m'est impossible de dire lequel des deux tomes est le mieux. Ils sont différents, se valent, sont complémentaires. Je n'ai jamais autant pleuré et aussi souvent pour un roman, une duologie, coup de cœur, 5 sur 5 encore une fois. Je ne pouvais pas mettre autre chose comme note, c'était pas possible. Bon, j'ai dû couper un petit peu la caméra parce qu'elle surchauffe, ça se voit à ma tête qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Donc ça tombe bien parce qu'il me reste juste cette petite trilogie là à vous faire un avis lecture quoi, genre à vous commenter, voilà. Donc c'est les 3 tomes de Ma petite sœur est un chaton. Je ne sais plus exactement où j'en étais dans la partie d'avant, mais je pense que j'avais terminé déjà. Mais comme j'ai vu la caméra qui clignotait avec l'indice de chaleur, je me suis dit oh punaise, alors qu'il fait pas si chaud que ça dans la chambre, enfin il y a genre 25-26 quoi. 27 peut-être, à cause de moi du coup, mais bon. Voilà, donc ça c'est la petite trilogie de Ma petite sœur est un chaton. Comme je vous dis, j'ai été pas mal déçue, mais du coup je vais vous faire un avis lecture un peu plus détaillé. Alors mon post Instagram, c'est... Enfin, je vous mets la couverture du tome 1, mais c'est sur le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Genre c'est un post Instagram avec les 3 bouquins en un seul. Donc sur le tome 1, il y a plein de petits chapitres, chacun d'une dizaine de pages, plutôt tournés tranches de vie, un peu comme les Martines, comme je vous ai dit dans ma vidéo haul de la semaine dernière. Nénéko et le dessin, Nénéko et l'enfant perdu, donc Nénéko c'est le petit chat, le petit chaton, justement la petite sœur. Nénéko et la peluche, etc. Chaque chapitre agrémenté de 2-3 pages bonus, voilà. Donc ça c'est pour la division du manga. Vous attendez pas à avoir des chapitres chronologiques et logiques les uns avec les autres. Il n'y a pas de... Enfin voilà, je veux dire. Il y a une évolution dans le sens où le frère, donc le... Ah je vous ai pas dit le résumé. Ah je vous ai pas dit le résumé. Oh bah excusez-moi. Alors le résumé, alors qu'il devient orphelin, le jeune Nekota se fait adopter par une famille de chats. Il y fait la rencontre de sa nouvelle petite sœur, Nénéko, un chaton tout mignon qu'il adore immédiatement et qui compte bien faire de lui son nouveau partenaire de jeu. Avec elle dans son quotidien, Nekota a désormais une vie sacrément animée. Et série complète en 3 ans et c'est à partir de 8 ans. Mais bon, je vous ai montré la trilogie donc je pense que vous vous êtes douté que c'était une trilogie. Mais donc du coup Nekota, c'est bien parce que ça me rappelle son nom du coup au gars. Mais Nekota, en fait, il termine le lycée, il va commencer ses études, il passe ses examens. Et en fait, il veut ouvrir un café. Et le truc, c'est que il hésite parce que soit il ouvre un café, et dans ces cas-là, ça va faire un café un petit peu familial. Soit il part à l'université pour faire complètement autre chose. Le fait de partir à l'université, en fait, ça sous-entend quitter sa famille adoptive de chats. Et ça le fait quitter sa petite sœur, qui est juste ultra in love de lui. Enfin, l'amour dans cette famille est juste incroyable. Du coup, la logique dans ce manga, c'est ça. C'est l'évolution des personnages et l'évolution du lien familial. Au lieu d'être un chat adopté par des humains, donc là c'est toujours sur le tome 1, là c'est l'inverse et ça rend l'univers très original.
Neneko, donc le chaton, se fait 2 amis à la maternelle, un petit garçon humain dont le grand frère est un chat, et une petite chatte fille unique qui rêve d'avoir une grande sœur. Mais tu ne sais pas si elle rêve d'avoir une grande sœur chat ou une grande sœur humaine. Et en fait, l'anthropomorphisme, c'est ça que le mot qu'on dit pour dire qu'en fait les chats se comportent comme des humains, c'était très original parce que j'ai jamais vu ça encore. Donc ça, c'était le côté très positif de cette histoire. Et c'est drôle parce que du coup, bah, les petits garçons, ils ont des grands frères humains ou chats, et puis en fait, t'as tout qui se mélange, t'as plein de... C'est pas du tout vu bizarrement en fait. Les humains qui ont des familles de chats et les chats qui ont des familles d'humains, c'est pas vu de façon bizarre. Alors t'as des gens qui critiquent de temps en temps un petit peu Nekota en disant ah ouais mais vous avez une famille de chats en fait. En mode les chats c'est juste des animaux de compagnie. Enfin non, les chats c'est juste des animaux. Voilà, pas forcément des animaux de compagnie mais des animaux. Et en fait, t'as l'impression quand même que à 90% de l'histoire, c'est normal que les chats et les humains se mélangent et qu'ils soient tous dans les mêmes familles et que bah, t'aies une maman chat et un papa humain. Bon, j'ai pas vu ça mais je pense que ce serait très bizarre quand même. Voilà, t'as tout qui se mélange et je trouve ça très original, ouais. Parce que c'est naturel en fait. Du côté de Nekota, donc le garçon, il a un pote du lycée complètement gaga du petit chaton. C'est curieux comme ce mélange d'espèces passe bien. Ça passe très très bien. Au début, quand tu lis le résumé, tu fais waouh, il est humain. J'arrête pas de bégayer. Il est humain, mais il se fait adopter par une famille de chats. Tu fais what the fuck. Et en fait, quand tu lis, ça passe très bien et c'est naturel en fait. T'en oublies tout ça. L'amour entre le chaton et son grand frère humain est très chou, beau, pur, c'est tout simplement adorable. Neneko et son père, donc du coup les personnages chats quoi, à part la maman, sont les seuls personnages à ne pas savoir parler. Du coup, le petit chat, Neneko, la petite sœur qui est un chaton du coup, elle ne sait pas parler et le père ne parle jamais non plus. Donc du coup tu te dis c'est fait exprès, c'est pas fait exprès... C'est le seul truc de l'histoire que j'ai pas trop compris. Mais même sans parler, l'alchimie, elle est très très forte. J'ignore pourquoi, le fait qu'il puisse pas parler, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis c'est tout quoi. C'est un choix qui a été fait. Pour le tome 2, malgré tout, je perds tout intérêt, j'ai envie à plusieurs reprises de l'abandonner, je me lasse. Il n'y a pas vraiment de suite logique entre les chapitres, étant tous indépendants. L'attachement entre Neneko et Nekota est toujours aussi fort, mais s'il y a un tome 3, c'est certainement pour une bonne raison. Et effectivement, c'était pour une bonne raison, c'était pour faire la boucle en fait. Un nouveau personnage fait son apparition, rendant l'histoire plus intéressante. C'est une chatte noire qui me paraît amoureuse de Nekota, le grand frère humain. Ils introduisent... Je crois qu'elle s'appelle Kiki. Non, c'est pas Kiki, je sais pas quoi. Coco. Non, elle s'appelle Coco. Elle s'appelle Coco, et en fait c'est un chat noir, donc tout le monde dit « Ah, t'as un chat noir, gna gna gna, tu portes malheur, t'es pas belle, t'es pas machin, t'es pas truc, ok ?» Et en fait, t'as une histoire dans laquelle t'as une chatte noire, justement, et du coup, ça fait que Neneko, donc la petite sœur qui est un chaton, elle est complètement fan de Coco en fait. Et Coco, elle est complètement fan de Nekota, le grand frère humain. Donc comme quoi, je pense que l'amour entre chat et humain dans ce bouquin-là est complètement possible en fait. Faut pas partir trop longtemps dans le... Enfin, dans la zoophilie, non, mais je veux dire... C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même, mais bon. Pourquoi pas? Après tout, c'est pour les enfants. Donc voilà. Il y a que nous, les adultes, on pense encore plus loin et on se dit, mais c'est trop bizarre, c'est trop chelou en fait. Faut pas se dire ça, faut pas. Donc le tome 2, il m'a effectivement bien fait chier, j'ai eu du mal à le terminer. Voilà, au final je me rappelle plus grand chose, mais bon, cette histoire, de toute façon, dans une semaine ou deux, je l'aurais déjà oubliée. Le tome 3, c'est effectivement ce que je pensais, le moment du détachement arrive à grands pas. Le chaton doit devenir plus indépendante, son grand frère bientôt étudiant, c'était à prévoir. C'est l'apprentissage de la solitude, mais on a tous un bébé en manque d'attention en nous. Moi je suis comme ça, donc voilà. La boucle se referme. Sinon c'est une série encore plus vite oubliée que lue. Bah ouais, je l'ai mis 3 sur 5. Ouais, 3 sur 5, ça va, ouais. J'aurais peut-être mis 2,5, mais bon, 3, ok, parce que c'est mignon en fait. Et c'est vrai qu'il faut donner de la voix à ces bouquins-là, même s'ils sont un petit peu nuls pour des adultes. C'est quand même très mignon, avec des très belles valeurs, parce que t'as des bouquins, genre les chats... Non, c'est pas les chats des rues, c'est... Attendez, je vais vérifier le titre. À l'inverse, vous avez la trilogie du chat aux 7 vies, qui est juste abominable en fait. Parce que c'est de la violence, c'est de la tristesse, c'est la mort, c'est l'agression, c'est tout ça, et... Voilà, donc je préfère donner une bonne note, mais un peu plus bonne que ce que je voulais donner à la base pour cette saga-là, parce que bah à côté t'as des séries de seinen, mais seinen quand même bien hard en fait. Donc voilà, ça c'est une série kids friendly, donc si vous êtes facilement choqué comme moi, y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, y a pas de problème.
Vous attendez pas non plus à un truc de fou, hein, parce que c'est pas le cas. Mais bon, du coup dans le tome 3, on nous introduit que le frère, comme je vous ai dit, en fait le frère il est étudiant, donc il va devoir quitter sa petite sœur. La petite sœur elle est tout le temps en manque d'attention, elle a tout le temps envie d'être avec lui, de jouer avec lui, etc. Moi je suis comme ça aussi, je suis en manque d'attention en général, donc je la comprends en fait. Il n'y a pas de mal, parce que c'est notre enfant intérieur qui parle. Quand on est en manque d'attention, quand on est un petit peu en dépendance parfois, c'est notre enfant intérieur qui parle. Donc c'est très important de l'écouter et de se donner à soi cette attention. Voilà. Mais l'apprentissage de la solitude, c'est quand même très important. Voilà, parce qu'au moins tout seul on n'est pas déçu. Je vais pas vous faire des grands discours philosophiques ou psychologiques à 2 balles de comptoir, hein, mais bon. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cet avis lecture du mois de juin. Donc j'ai lu 6 bouquins, bien évidemment je pose le portable, c'est là qui sonne. 6 bouquins pour un total de 1801 pages. 1801 pages. Et je n'ai pas mis dans ma vidéo de la semaine dernière combien j'ai payé pour mes achats. Enfin j'ai dit bouquin par bouquin, mais le total je l'ai pas fait. Après là il y a le bilan de mi-année. Le bilan de mi-année, je vous fais un épisode de podcast que j'ai déjà enregistré qui va bientôt sortir. Donc voilà, c'était tout pour ce mois de juin. C'est un mois qui n'était pas décevant. Je pensais lire moins que ça, mais au final ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Après c'est vrai que ça aide d'avoir des challenges, genre ça motive toujours plus de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, à partager et à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis en attendant la prochaine, portez-vous bien!